Plus que toute autre forme d'expression artistique, la littérature a de tout temps repoussé les limites de la bienséance. Si l'on s'amuse à comparer des œuvres dites dérangeantes, on s'aperçoit que, quelle que soit l'époque, les écrivains ont toujours eu un pas d'avance. De par son essence littéraire et donc intellectuelle, il a en effet toujours été plus tolérable de lire des choses atroces ou difficiles à entendre dans un livre, de décrire des scènes que le cinéma, par exemple, ne pourrait se permettre à cause de sa nature figurative et donc plus frontale. Lire un livre, c'est savoir faire preuve d'abstraction. Il est ainsi difficile d'être un bon lecteur si l'on a peu d'imagination. Cela demande du travail, de la pratique, de la lecture. Elle se développe tel un muscle, au fil des pages, des répétitions. Mais revers de la médaille, avoir trop d'imagination exacerbe aussi tout ce qu'un livre peut avoir de dérangeant. L'esprit s'emballe, nous projette au cœur de visions malaisantes, d'idées qui nous dépassent. C'est sur ce postulat que j'aimerais vous parler de 5 livres très divers, tous lus à des périodes différentes de ma vie, mais qui ont pour point commun d'avoir eu un vif effet sur moi. Ultraviolence, deuil, concept futuriste traumatisant, horreur dystopique, écologie, chacune de ces œuvres vous repoussera loin, très loin, dans vos limites. Allons-y donc sans plus attendre, mais rappelez-vous bien d'une chose. Vous n'êtes pas prêts. Commençons notre périple littéraire avec le tristement célèbre Méridien de sang, chef-d'œuvre publié par Cormac McCarthy en 1985. Un livre qui n'usurpe pas sa réputation puisqu'il a mis en PLS des générations de lecteurs. Il se déroule durant la conquête de l'Ouest et relate la chevauchée sanguinaire d'un groupe de mercenaires. Leur mission est simple, massacrer le plus grand nombre d'Indiens et ramener leurs scalps afin d'être payés par les autorités. On suit l'histoire aux côtés d'un jeune homme embrigadé dans la troupe. D'une nature assez violente, bien que faisant preuve d'une certaine morale, il va être mis à l'épreuve au fil des chapitres, confronté à des actes de barbarie inqualifiables. Massacre d'hommes, femmes, bébés, animaux, presque tout ce qui vit, rampe ou respire, et a le malheur de croiser leur chemin. Mais surtout, la horde est conduite par un homme mystérieux appelé le Juge. Considéré comme l'un des méchants les plus marquants de la littérature de par son caractère presque biblique d'incarnation du mal absolu. Charismatique, beau parleur, intelligent, méthodique, mais aussi d'une logique froide et implacable comme la justice, ce Juge vous glacera le sang par son assurance, la folie rationalisée qui s'en dégage et qui va peu à peu déteindre sur le reste de la bande. L'histoire prend ainsi très vite des allures hallucinées de western apocalyptique. Déserts arides, immenses messas où résonnent cris d'agonie, volées de flèches et tirs de barrage comme des coups de boutoir sur un glas de fin du monde. Tel est le décor grandiose auquel nous sommes enchaînés en compagnie de ces hommes sans foi. À cause de sa violence insoutenable, de nombreux lecteurs ont abandonné la lecture du livre. Généralement lors d'une scène devenue tristement célèbre, celle de l'arbre de nouveau-né, dont je ne vous en dirai pas davantage. Mais pour les lecteurs ayant eu le courage, ou du moins les nerfs de continuer, il se passe alors un phénomène intéressant, car ces horreurs à répétition finissent par anesthésier. La violence devient hypnotique au point de, vers la fin du livre, nous laisser indifférents. Une forme de lobotomisation littéraire donc, qui n'est pas sans rappeler l'orange mécanique d'Anthony Burgess et sa fameuse langue inventée appelée Natsat, que le lecteur, à force d'usage, finissait par comprendre tout aussi bien qu'Alex et ses Druze. Pour conclure, il faut savoir que presque 40 ans après sa parution, et malgré son succès commercial, tous les projets d'adaptation à l'écran de ce livre ont jusque-là avorté.
Il vous suffira, je pense, de le lire pour en comprendre les raisons. Poursuivons avec un livre assez atypique dans ma liste, un bouquin dont vous n'avez peut-être pas entendu parler en France alors qu'il a été écrit par une célèbre auteure américaine. Laissez-moi vous parler de L'année de la pensée magique, publié en 2005 par Joan Didion. Didion, immense romancière, mais qui fut avant tout journaliste pour des magazines tels que Vogue, Life ou encore Esquire, se fit connaître dès les années 60 par ses chroniques de l'Amérique, précurseur d'un style qui allait se développer, le nouveau journalisme ou journalisme gonzo, avec des auteurs tels que Hunter S. Thompson et son Las Vegas Parano, ou encore le magazine Vice de nos jours. Didion mène une vie intellectuelle haletante en compagnie de son époux Gregory Dune. Ils adoptent en 1966 une petite fille, Quintana. La vie s'écoule et semble tendre les bras à Didion, une femme souvent qualifiée d'intimidante, très respectée dans le monde intellectuel new-yorkais. Puis, un soir d'hiver 2003, son monde bascule lorsque son époux s'effondre dans leur appartement de Manhattan, terrassé par une crise cardiaque. S'ensuivra le long déclin de leur fille, Quintana, hospitalisée elle-même quelques jours plus tôt et qui décédera à son tour en 2005. Pour autant, ne vous y trompez pas, L'année de la pensée magique n'est pas un autre de ces petits bouquins larmoyants sur le deuil. Non, c'est avant tout une œuvre littéraire. C'est un texte où l'on décèle mensonges et zones d'ombre volontaires pour peu que l'on connaisse un peu la vie de l'auteur. Un manque d'honnêteté, ou pour le dire de façon améliorative, une pudeur qui contribue à l'aspect déroutant de l'œuvre. On assiste à une forme d'extériorisation de la souffrance par l'écrivaine, de par la nature même de son geste, coucher son expérience du deuil sur le papier, mais aussi en se concentrant sur une série de détails infimes, médicaux, notamment afin de focaliser son attention sur autre chose que la peine. Écrit sur une période d'1 an, un autre aspect dérangeant vient de son titre même. La pensée magique, en effet, est un concept parapsychologique désignant une pensée qui aurait le pouvoir de se réaliser ou d'empêcher certaines choses de se réaliser, à condition qu'on la pense assez fort. Pousser à son extrême, ce type d'obsession que l'on prête souvent aux enfants ou personnes immatures peut devenir une forme de déni. Didion ne peut se résoudre, par exemple, à jeter certaines affaires de son époux défunt, de peur qu'il n'ait rien à se mettre dans le cas où il reviendrait subitement. L'année de la pensée magique est donc une sorte de thérapie littéraire, un livre qui vous ravage intérieurement parce qu'on y assiste à la détresse d'une femme dont la vie touche à sa fin. Didion avait en effet déjà presque 70 ans au moment des faits et qui se voit infliger coup sur coup les pires épreuves. Ce livre m'a beaucoup marqué parce qu'il vous rappelle une chose, celle que la vie finit toujours par basculer en un instant. Un épais nuage nous survole tous. Celui de la perte d'être cher, à laquelle nous avons plus ou moins la chance de pouvoir nous préparer. Parenthèse pour conclure, Didion nous a malheureusement quittés à son tour fin 2021, et si vous souhaitez en apprendre davantage sur cet auteur, l'une des plus marquantes de l'Amérique du XXe siècle, je ne saurais que trop vous conseiller le documentaire « Le centre ne tiendra pas », réalisé par son neveu, l'acteur Griffin Dunne, alors qu'elle était encore en vie, et dans lequel l'écrivaine se livre à d'émouvantes confessions. Axiomatique, publié par Greg Egan en 1995, est un livre tout aussi marquant que les autres, quoique d'une façon bien différente. Il s'agit d'un recueil de nouvelles de science-fiction, mais d'une saveur un peu particulière puisque l'auteur s'y plaît à développer des idées toutes plus folles et malaisantes les unes que les autres. Au fil des pages, s'égrènent ainsi des visions confrontant chaque fois le lecteur à des concepts vertigineux tels que le transhumanisme, les trous de verre astrophysiques, les brèches spatio-temporelles, l'altération des pensées.
Parmi les histoires qui m'ont le plus marqué, on est par exemple propulsé au cours d'une enquête sordide sur les traces d'un milliardaire, collectionneur obsessionnel dont le fantasme consiste à recréer des peintures célèbres avec de véritables personnes. Bon, jusque-là vous allez me dire ok, c'est un petit peu kinky, et donc... Je pense que si je vous montre la toile sur laquelle s'ouvre le mystère, celle que le collectionneur cherche à reconstituer, vous comprendrez sans difficulté le malaise qui se dégage du récit. Dans une autre histoire, les parents ont la possibilité de créer leur propre enfant sur mesure grâce à un kit appelé Petit Mignon. Mais ce kit de naissance, tout aussi simplifié soit-il, réclame néanmoins un porteur, et cela peut aussi bien être la mère que le père, qui devient alors enceint. Ah oui, et dernière chose, à 4 ans, le petit mignon meurt dans tous les cas. Autre nouvelle, celle d'une femme dont le mari vient d'avoir un grave accident. Son corps est si endommagé qu'il se voit placé en attente d'une nouvelle enveloppe corporelle. Sauf qu'en attendant l'opération, la femme se retrouve, par le biais des assurances, contrainte de se voir implanter le cerveau de son époux dans le corps afin de le couver en quelque sorte. L'aspect dérangeant de ce recueil vient de la capacité d'Egan, tout en s'appuyant chaque fois sur des bases scientifiques assez crédibles, à nous confronter à des concepts ou des problématiques si invraisemblables que l'on n'y aurait jamais songé un seul instant. Je me souviens par exemple d'une histoire toute bête, mais qui m'a profondément marqué, et dans laquelle un cinéaste se réveille à l'hôpital après une opération, et a la surprise de découvrir qu'il ne voit plus la réalité depuis ses propres yeux, mais d'un point de vue extérieur à son corps, un peu comme un jeu vidéo en vue à la troisième personne, façon Tomb Raider. Un recueil très perché donc, à la croisée des chemins entre Liu Cixin, Philippe K. Dick, Black Mirror et Ted Chiang. Avec ça, si vous y laissez un peu de votre sanité, vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Revenons à un livre plus choc au sens conventionnel du terme, Marche ou crève, le premier roman écrit par Stephen King, mais qu'il ne publiera qu'en 1979 sous le pseudonyme de Richard Bachman. Un livre qui restera, je pense, mon premier choc littéraire. Je l'ai lu en effet il y a plus de 20 ans et me souviens encore aujourd'hui de mon effroi mêlé d'excitation lorsqu'un camarade me le fit discrètement passer sous la table en 5e, après que le livre eut fait le tour de la classe pour que nous puissions tour à tour nous délecter des passages les plus crus dont le propriétaire avait pris soin de noter les numéros de page dans un coin. Le récit prend place dans une Amérique dystopique où se déroule chaque année un grand marathon d'un genre on ne peut plus macabre. 100 jeunes hommes au départ, un seul à l'arrivée, une balle dans la tête pour les autres. Les règles sont simples, interdiction de courir, interdiction de marcher trop lentement aussi, interdiction de prendre du repos, et si l'une de ces conditions n'est pas respectée, le coureur reçoit un avertissement, puis finit par être abattu par l'un des nombreux soldats encadrant la course. Course qui n'a de fin qu'à partir du moment où il ne reste plus qu'un seul participant, le vainqueur. À la clé, une récompense incroyable. Cette course catalyse bien sûr toute l'attention du pays et de nombreux spectateurs viennent s'agglutiner au bord des routes pour encourager les participants. J'insiste sur ce point car cette foule, sans visage, hystérique et impersonnelle, constitue une entité à part entière de l'histoire, celle induisant justement ce sentiment de gêne qui vient vous picoter les chines durant toute la lecture de ce récit d'horreur psychologique. Car c'est bien de cela qu'il est question ici. Oubliez les scènes de violence qui sont certes très crues, mais n'entachent les pages du livre que de sang. L'aspect dérangeant de cette œuvre vient de l'expérience quasi mystique qu'elle nous inocule du point de vue du protagoniste. Un jeune coureur de 16 ans qui, tout en apprenant peu à peu à faire connaissance avec ses concurrents, car oui, il n'est absolument pas interdit de parler durant la course, va peu à peu s'enfoncer en lui-même dans les ténèbres de l'âme humaine, engourdi par les efforts physiques insensés auxquels son corps se voit soumis.
Mélange de Sa Majesté des Mouches, l'un des livres préférés de King pour ce qui est des conflits, la hiérarchie qui s'impose au fil des kilomètres entre ses ados, et d'horreur sociale façon La Loterie de Shirley Jackson, Marche ou crève est, avec Rage du même auteur et que j'avais lu à peu près à la même période, l'une des histoires qui a hanté toute mon adolescence. J'aimerais terminer cette sélection avec un livre un peu à part. Et si on arrêtait de faire semblant ? Publié en 2019 par un auteur que je considère comme l'un des meilleurs en vie, Jonathan Franzen. Il s'agit d'un recueil de textes courts, essais, articles de journaux écrits entre 2001 et 2019 et dans lequel l'auteur, à travers sa passion pour l'ornithologie, dresse un manifeste écologique parmi les plus fins mais aussi dérangeants qu'il m'ait été donné de lire. D'abord parce que Franzen a le génie de nous pointer les dangers écologiques qui nous menacent en nous les exposant, contrairement à beaucoup d'autres, par le petit bout de la lorgnette. Quelque chose que l'on ne remarque désormais pratiquement plus parce qu'en voie de disparition, les oiseaux. Il parvient ainsi à capturer notre attention en nous racontant ses expériences d'amateurs de volatiles rares, voyageant de par le monde, que ce soit en Antarctique, en Amérique du Sud, en Europe ou en Afrique, pour espérer en voir. Franzen rencontre des braconniers, des chasseurs d'oiseaux dont il désapprouve bien sûr l'activité, mais qu'il se refuse toujours, avec une grande honnêteté intellectuelle, de diaboliser. Au contraire, il prend soin de leur donner un visage humain, persuadé que les choses ne peuvent bouger que de cette façon. Pas par des phrases ou des actions chocs de militants ou de politiques, mais bien par des humains comme vous et moi, sur le chemin de la rédemption, à l'image de cet ex-braconnier qu'il rencontre à un moment, devenu à son tour passionné d'oiseaux. On est donc un peu pris de court au premier abord, et plus l'on se fraye un chemin dans ces récits, et plus la grande image, la big picture, nous apparaît pour venir illustrer la philosophie que tente de nous inculquer Franzen, à savoir que c'est en prêtant attention à de petits détails et par de petites attentions de tout un chacun que l'on arrive parfois à changer les choses en grand. Il règle ses comptes avec ses détracteurs et s'insurge contre le fatalisme ambiant qui gangrène depuis quelques années le cœur de nombreuses personnes vis-à-vis de l'écologie, une cause trop souvent jugée perdue. Ce qui m'amène au deuxième point, largement explicité par le titre du livre. Et si on arrêtait de faire semblant ? Lequel met en exergue l'idée principale, à savoir que les changements sont désormais inévitables. Notre monde va se métamorphoser, quoi que nous fassions. Et pourtant, il pose la question de l'attitude que nous devrions adopter vis-à-vis de cette fatalité. Que pouvons-nous encore faire ? Que devrions-nous encore faire face à l'inéluctable ? Et si on arrêtait de faire semblant est un livre à part dans cette liste, mais dont je tenais absolument à vous parler. Entre angoisse existentielle liée aux défis climatiques, réflexion intimiste, deuil de son ami, l'écrivain David Foster Wallace dont j'ai déjà parlé dans le podcast, c'est un livre lumineux et plein d'espoir, mais qui brandit une réalité dérangeante à laquelle il est désormais impossible de se soustraire. Pour finir, j'ajouterai que si son message écologique vous laissera peut-être insensible, je vous garantis néanmoins que vous n'écouterez plus jamais de la même façon le chant des oiseaux. Voilà donc pour cette première sélection, car oui, il y en aura d'autres. Autrement, moi c'est Sid Vesper et vous pouvez me lire sur mon site, mais rappelez-vous bien d'un truc, vous n'êtes pas prêts. Allez, ciao, au revoir.